Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain sans réserve. Après un coup de fil d'1h30 avec Vladimir Poutine, Donald Trump annonce ouvrir des négociations immédiates sur l'Ukraine. Tous les 14 février, une soirée romantique est organisée par un bon nombre de couples. Conversation au cours de laquelle les deux hommes, semble-t-il, se sont congratulés. Alors ça va, il est cool mon bout. Ce qu'ils ont en commun, c'est un mépris total pour le droit international. I want to show you a very special room. Un respect absolu pour la force. Il veut en finir, et c'est le président Poutine qui l'a dit. Et c'est le président Poutine qui l'a dit. On va parler bien sûr de Trump, Poutine qui veulent une paix en Ukraine sans les Européens, avec Régis Le Sommier qui sera notre invité à 12h30. On va parler bien sûr de l'affaire Notre-Dame de Bétarame. Est-ce que François Bayrou savait? Est-ce qu'il continue de mentir? Avec nos invités à midi, Monsieur Blanco, Maître Blanco, avocat, et Arnaud Gallet, activiste des droits de l'enfance, cofondateur de Prévenir et Protéger. On va bien sûr peut poser la question. Et puis à 13h, on va parler du déclin français avec Claude Janvier qui sort un livre sur l'abandon français, une histoire en fait de la déchéance de ce qui est une grande nation et pourquoi finalement nous avons accepté ça. Alors nous ne l'acceptons pas évidemment, mais pourquoi certaines élites ont accompagné ce déclin avec joie. Voilà, si vous souhaitez bien sûr réagir et poser des questions à nos invités, 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 14h sur Sud Radio. À tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Les invités, puisqu'on va parler du scandale de Notre-Dame de Bétarame, est-ce que ça pourrait coûter finalement son poste de Premier ministre à François Bayrou? Savait-il ce qui se passait dans cet établissement privé où les enfants étaient maltraités et où ils étaient abusés sexuellement? Il y a tout un questionnement maintenant sur ce que François Bayrou savait, ne savait pas. En 96, il était ministre de l'Éducation. Il avait effectué une visite officielle à Bétarame après la plainte du père d'un élève. Il y avait même des témoignages d'anciens professeurs de l'établissement qui avaient évoqué ces violences physiques subies par les élèves aux époux Bayrou, puisque la femme de François Bayrou faisait le catéchisme à Notre-Dame de Bétarame. Et il avait répondu en minimisant, en disant que cette professeure exagérait, et il avait apporté son soutien à l'institution à l'époque. Avec nous pour en discuter, nous avons Arnaud Gallet et Jean-François Blanco. Bonjour. 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 Alors peut-être commencer avec vous, Arnaud Gallet. Encore un scandale de violence sexuelle sur mineurs, couvert visiblement par beaucoup de gens qui savaient, y compris au gouvernement. Oui, un scandale de plus. Moi, je rappelle juste, je le dis systématiquement, le rapport Sauvé, donc de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, nous a appris qu'il y avait eu 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église, dont 23% ont lieu dans des établissements privés sous contrat. Donc la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est combien de Bétarame en réalité? Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, c'est ce type de lieu où on mettait les enfants en fait pour les dresser en quelque sorte, en se disant, et d'ailleurs j'étais moi avec des personnes là, j'étais à Bétarame pas plus tard qu'avant-hier, dans une action coup de poing que nous avons menée avec Move Enfants, qui est donc un mouvement de lutte contre toutes les formes de violence faites aux enfants, et énormément de gens nous disaient, mais en fait on connaît la réputation du lieu, et en fait nous à l'école on disait, si t'es pas sage, t'iras à Bétarame. Et il y a combien de lieux comme ça en France en réalité? On est aujourd'hui à 112 plaintes. Et la question que je me pose, je me permets juste de la poser comme ça. J'entends qu'il y a une polémique par rapport à François Bayrou. J'entends effectivement qu'on puisse se dire à juste titre qu'il a peut-être plus sa place au regard du fait qu'il ait menti devant la représentation nationale. Et je pense que effectivement les éléments sont quand même à charge aujourd'hui et c'est quelque chose qui est quand même important. Mais nous, notre sujet de préoccupation à Move Enfants, c'est de se dire en réalité, les enfants d'aujourd'hui ne sont-ils pas en danger dans une institution comme celle-là qui porte quand même, il y a plus de 112 plaintes, il y en a une dizaine encore qui viennent d'être déposées par des victimes. On parle d'actes de torture et de barbarie, on parle de violences sexuelles et ça date pas en fait du siècle dernier comme le disait François Bayrou. Je me permets juste de le dire puisque les derniers faits aujourd'hui datent de 2010 et c'est un surveillant qui a été licencié, qui a même pas été licencié d'ailleurs, je reviens là-dessus. Donc c'est un laïc qui a été mis en dehors en fait de l'établissement. Ils ont trouvé une rupture conventionnelle, c'est-à-dire qu'à Bétarame, on s'arrange encore avec les agresseurs. Et je pense que ce message-là doit être fort et on doit se dire, évidemment, si on veut vraiment envoyer un message fort, il serait peut-être temps de fermer. Alors, est-ce que c'est provisoirement ou non, mais au moins pour la dignité pour les victimes. On parle quand même d'un massacre considérable, par souci de protection des enfants, et qu'on puisse se dire,
on fait la lumière sur ce qui se passe et que ça serve à d'autres. On a l'impression en fait que, moi ce qui me fait peur, pour finir là-dessus, je ne souhaiterais pas que ce soit uniquement d'avoir la tête de François Bayrou qui change la donne. En fait, ça changera rien en fait au niveau des enfants. Nous, on y a été, on a eu des échanges avec les enfants aussi qui sont à Bétarame, qui se posent des questions. On a eu des échanges avec des parents d'élèves. On a eu des échanges aussi avec des victimes. Et je pense qu'à un moment donné, dans un état de droit, c'est à l'état d'agir. Moi, ce qui me surprend dans la réponse de François Bayrou, vous voyez, ok, il se défend, il parle de diffamation, etc. Qu'est-ce qu'il propose aujourd'hui pour Bétarame ? Il propose rien en réalité, François Bayrou. Il propose rien. Alors, Maître Blanco, votre vue sur ce scandale Bétarame, au-delà de François Bayrou, un scandale qui dit beaucoup en fait du rapport de la société aux violences faites aux enfants ? Oui, c'est un scandale très très important. C'est sans doute le dossier de pédocriminalité le plus important auquel la France a été confrontée. C'est un sujet très grave. Et ce que l'on découvre au fil des mois, grâce à la mobilisation des victimes, c'est que malgré les alertes qui ont été lancées en 1996 et en 1998, notamment au travers des procès publics qui se sont déroulés, qui mettaient en cause Notre-Dame de Bétarame, eh bien, les responsables politiques, dont François Bayrou, sont restés passifs et silencieux. Et pour le dire directement, ce qui me choque le plus dans le déni de François Bayrou, c'est le fait qu'il n'ait pas exprimé sa compassion à l'égard des victimes. Il n'a toujours pas trouvé les mots pour s'adresser aux victimes et leur dire à quel point il était désolé. Oui, on va écouter justement le témoignage d'une de ces victimes qui, il y a ça quelques jours, expliquait que tout le monde savait ce qui se passait à Bétarame. Aujourd'hui, il est âgé, mais voilà ce qu'il a vécu. Il s'amusait avec notre anatomie, puis il nous faisait des fellations. Mais d'un lit, il passait à un autre lit. C'est-à-dire que j'étais pas la seule victime. C'était tout le monde le savait, mais tout le monde se faisait. Donc là, aujourd'hui, quand vous entendez le Premier ministre dire... Mais il n'a qu'à me le dire à moi. Il n'a qu'à me le dire à moi, les yeux dans les yeux. Et il n'a qu'à me dire qu'il n'a pas reçu mon courrier. Parce que moi, je lui ai écrit, j'ai l'accusé de réception, il m'a jamais répondu. Voilà, donc le déni encore une fois et une violence supplémentaire faite aux victimes qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend pas, qu'on n'a pas voulu croire. Tout le monde savait et tout le monde n'a rien fait. Arnaud Gallès, ça ressemble au travail qu'avait fait la Civise pour libérer la parole. Justement, on voit bien que c'est toujours le même mécanisme de déni volontaire et de violence supplémentaire aux victimes. Exact, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on est systématiquement dans les mêmes mécanismes et en fait on a toute une chaîne en fait qui savait. Je me permets quand même de rappeler que sur Bétarame, parce que vous savez c'est là que c'est compliqué pour les victimes, vous savez quand même j'ai été victime de pédocriminalité en plus par un prêtre. Je dis en plus parce que c'est en lien avec, c'est raccord avec l'actu pour dire des choses comme ça. J'ai une pensée aussi pour toutes les personnes qui sont victimes d'actes de torture et de barbarie, de violence en tout genre dans cet établissement et qui doit nous laisser aussi et nous amener en fait à une réflexion beaucoup plus en profondeur de se dire finalement qu'est-ce qui fait qu'on traite encore comme ça les enfants? Qu'est-ce qui fait que dans certains établissements, on se dit qu'il faut absolument dresser les enfants, etc. Il y a un débat qui est beaucoup plus... et qui forcément mène évidemment à d'autres violences, parce que dans un établissement comme celui-là, inévitablement, c'est pas là où les enfants vont être protégés, etc. Et d'ailleurs, les victimes le disent. Tout le monde savait, et quand elles parlaient, même certaines d'entre elles se prenaient des gifles, etc., parce qu'on n'avait pas le droit de dénoncer. Donc c'est systématiquement en fait le même mécanisme. On rappelle les chiffres de la Civise, on disait que plus de 9 fois sur 10, on avait dit à un enfant, finalement, je te crois, mais je ne te protège pas, voire tu es un menteur, tu es une menteuse. Que nous disent en fait ces victimes-là, si ce n'est ça? Moi, je me permets juste de rappeler que j'ai lu quand même à un moment donné, et c'est ça que je trouve détestable aujourd'hui dans le débat public, c'est qu'on a l'impression que ça appartient toujours au passé. C'est un peu comme l'abbé Pierre, etc. On se dit, ouais, c'était avant. Mais en fait, 2010 déjà, c'est pas le temps des dinosaures, on va se le dire gentiment, quand même c'est important de le rappeler. Et puis, on est quand même face à quelque chose qui peut, on prend un risque encore aujourd'hui pour les enfants. Nous, ce qu'on demande, je le redis, on se dit que ce lieu-là, il y a encore une école maternelle, un collège, un lycée professionnel, un lycée général, et vous savez quoi? On a découvert au niveau de nos enfants qu'ils ont en plus un agrément jeunesse et sport pour accueillir notamment le week-end avec des prêtres, etc., des enfants. Est-ce que ce lieu,
on est en capacité d'accueillir encore des enfants. Et je vais aller un peu plus loin quand même de ma réflexion, parce que c'est important, avec une pensée pour Jean-Marie. C'est Jean-Marie qui prend la parole, Jean-Marie Delbos, que j'ai le plaisir de rencontrer à Bétarab, donc victime. Vous savez que son agresseur, aujourd'hui, tenez-vous bien, qui n'a pas été condamné par la justice française pour des raisons de prescription, grâce à Dieu les faits sont prescrits, c'est toujours valable, il n'y a pas de souci, c'est pour ça que nous on se dit évidemment il va falloir peut-être appliquer la préconisation de la Civis qui vise à rendre imprescriptible des crimes sexuels, même si on sait bien qu'il y a un débat de droit, mais vous savez, au-delà de ça, ce monsieur il a été condamné, ce prêtre, il a été condamné par le tribunal canonique, d'accord? Condamné, ça veut dire qu'on l'a reconnu coupable de crimes sexuels sur des mineurs, théoriquement il n'a plus à officier, etc., etc. Théoriquement, par dignité pour les victimes, il ne devait même plus être à Bétarab. Et on a découvert que là, il y est, et vous savez quoi? Sa chambre donne sur le collège en fait qui est en face, donc c'est pour ça qu'on a fait une action là-bas. Et pire, tous les jours, il donne la messe. Donc on se dit que dans ce pays, scandaleux. En fait, c'est scandaleux. C'est-à-dire et je me permets juste de finir là-dessus, c'est important quand même. Ouais. On se dit, on a un ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui veut montrer l'exemple, et je l'entends bien, il a entièrement raison, moi je le dis, quand il y a des prêches douteux, quelle que soit la confession, qu'elle soit musulmane, juive, ce qu'on veut, bien sûr qu'il faut agir, etc. Et là on se dit, à quel moment est-ce que le ministre de l'Intérieur agit alors même qu'il y a une condamnation du tribunal canonique, donc les faits sont reconnus en tant que tels, qu'il a pu officier, et il continue tous les jours à exercer, sous couvert de quoi, et j'arrête là-dessus, soi-disant il est trop vieux. On n'a pas compris encore l'abbé Pierre, jusqu'à la fin de sa vie, il a agressé. Enfin je veux dire, on se retrouve dans un truc, et donc il est au contact d'enfants. Tout va bien, encore aujourd'hui, à Bétarab, ça se passe aujourd'hui. Une priorité du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui paraît bien lointaine. Jean-François Blanco, à Pau, ça doit beaucoup discuter dans le Béarn. Est-ce que François Bayrou doit maintenant prendre position, dire la vérité, ou au moins avoir des mots pour les victimes, parce que là, on a l'impression qu'il est acculé et qu'il refuse finalement de prendre à bras-le-corps ce dossier de Bétarab? Oui, malheureusement, il reste dans le déni. D'abord parce qu'il ne manifeste aucune compassion à l'égard des victimes, qui sont pourtant organisées en collectif depuis maintenant plusieurs années, qui ont relaté les sévices, les tortures, les viols, les violences subies dans leur plus jeune âge. Il n'y a eu aucune manifestation, expression de sympathie de François Bayrou, c'est incompréhensible. Et aujourd'hui, je pense que en Béarn, tout le monde se pose la question de savoir pourquoi il ne s'exprime pas, pourquoi il n'apporte pas son soutien aux victimes. Bien sûr, c'est à lui de répondre et de sortir du mensonge, parce que la preuve a été faite que lors du premier procès que j'avais initié en 1996, il avait pris position, donc il était informé. Ensuite, le second procès, avec l'instruction sous l'accusation de viol, il a rencontré le magistrat qui était en charge de cette affaire, qui lui a expliqué le contenu de la procédure. Donc il était informé, il est resté taisant. Depuis la mobilisation des victimes, comme cela vient d'être rappelé, il est toujours dans son silence. Il doit en sortir. Il doit en sortir parce que c'est une position qui est intenable et qui est insupportable pour les victimes. Les victimes, elles ont besoin d'être reconnues dans leur souffrance, dans la gravité de ce qui leur est arrivé. Et je dirais aussi que maintenant, il a une responsabilité, il est Premier ministre, il faut qu'il donne à la justice paloise les moyens d'instruire cette procédure. Il y a quasiment 130 plaintes. Si la justice paloise doit mener cette procédure avec la pénurie des moyens qui sont les siens, eh bien cette procédure, je le regrette de le dire, elle ne verra pas le jour dans un délai raisonnable. Nous traitons des dossiers à Pau à l'instruction qui sont beaucoup moins importants, beaucoup moins volumineux, et déjà il faut plusieurs années pour qu'ils aboutissent. Si le garde des Sceaux, le Premier ministre ne donne pas les moyens à la justice paloise de parvenir à la manifestation de la vérité, d'entendre la souffrance des victimes, ce dossier
eh bien, il n'avancera pas et la vérité, elle ne sera pas connue. Oui. Arnaud Gallet, on voit bien que c'est une volonté politique, encore une fois, de poursuivre le déni. On a vu le sabotage de la Ciivise, hein, et aujourd'hui, on voit bien que le déni affiché au sommet de l'État pour ces crimes, ces affreux faits à des enfants, montre bien qu'il n'y a pas de volonté politique de s'attaquer à ce sujet. Et vous savez, je dirais que même ce déni, moi je l'appliquerais même à l'ensemble de la représentation nationale, hein, en fin de compte. C'est-à-dire qu'on est dans un débat politique où on veut la tête de François Bayrou. Beaucoup de victimes, moi je suis en lien, vous voyez, alors vous disiez, François Bayrou, pour information, a eu ce matin Alain Esquer, apparemment au téléphone, etc. Donc il commence un peu, je pense, à revenir un peu sur le truc. Ouais. Mais vous savez, les gens en fait restent à une querelle, hein, je ne vais pas dire politicienne, mais qui va dire au bout d'un moment, suite au rapport Sauvé, qu'il faudrait qu'il y ait une vraie commission qui soit mise en place, des moyens supplémentaires. Je reviens sur ce que vous disiez, maître, à juste titre. Bien sûr qu'il faut des moyens supplémentaires pour la justice partout, en réalité, à Pau et ailleurs. Et c'est ça en fait le drame, ce qui est terrible pour la manifestation de la vérité, pour les victimes, c'est une double peine, etc. On est sans cesse effectivement dans la même chose, et surtout dans une absence de réaction. Et regardez bien, la seule réaction de François Bayrou dans cette joute oratoire, finalement, c'est de se dire bon, je vais déposer des plaintes pour diffamation, etc. Puis hop, on va voir, et en fait, on fait le jeu du silence. Mais la classe politique en elle-même, dans sa globalité, je le rappelle, sur les faits concernant en fait de pédocriminalité, de violence dans l'Église, avait elle-même rejeté la mise en place, par exemple, d'une mission parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. C'est la réalité, ce qui a donné lieu à la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Donc, on ne nous raconte pas d'histoire. Moi, j'entends que M. Vanier prenne la parole en disant François Bayrou a menti, c'est pas normal devant la représentation. Très bien. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est de dire que la priorité, c'est de se dire, effectivement, le soutien des victimes, et de se dire à un moment donné, que fait la justice, etc., avec quels moyens elle agit, et deux, mais au même niveau, en fait, est-ce que les enfants aujourd'hui à Bétharram, au regard de tout ce qu'on sait, sont en sécurité? C'est ça la priorité. Bon, personne, on voit bien qu'il y a un jeu, on connaît l'instabilité politique, donc moi je le renvoie certes au niveau du gouvernement qui est aux responsabilités, bien évidemment, mais je dis aussi qu'au niveau de l'ensemble de la classe politique, de gauche, de droite, etc., qui en veut, moi je trouve que le débat, franchement, n'est pas à la hauteur. Nous, le message qu'on porte, il est clair. Fermez Bétharram, on regarde effectivement de ce qui se passe. Est-ce que c'est provisoire ou non? Mais faisons la lumière sur ce qui se passe pour que ça serve non pas uniquement à Bétharram, mais à tout, au pays dans son ensemble. C'est pas la tête de François Bayrou, si vous voulez, qui va changer en quelque sorte quelque chose. Tout comme la tête du juge Édouard Durand, vous mentionnez la Ciivise à juste titre, qu'elle allait changer quelque chose. Si on veut agir, il faut agir sur tout un système, etc., et s'appuyer sur différentes compétences. Je parle notamment de vous, maître, mais aussi de juges, etc., pour qu'on soit en capacité d'avancer. Les solutions, on les connaît, qu'on arrête de nous raconter des histoires. Évidemment, il faut de la volonté politique. Et j'arrêterai là-dessus. Vous savez, la volonté politique, on n'a pas de ministre de l'enfance. On a péniblement actuellement la nomination de Sarah El Haïry en tant que haut-commissaire à l'enfance, avec on voit ce que ça donne, les hauts commissariats. François Bayrou était haut commissaire au plan, ça a été inutile pendant des années. Merci beaucoup. On doit malheureusement rendre l'antenne, c'est un sujet dont on va reparler de toute façon. Merci à tous les deux. Ce scandale de Bétharram, évidemment, on va faire beaucoup parler. C'est incroyable qu'un des agresseurs sexuels soit encore en activité au sein même du lieu. Je rappelle, Arnaud Gallet, vous êtes fondateur de Move Enfant, et Maître Blanco, vous avez été et vous êtes toujours avocat dans cette affaire, et la justice a besoin de moyens. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans un instant pour un édito où on va parler de toute autre chose. Encore Bernard-Henri Lévy, cette fois-ci pour une affaire de conflit d'intérêts. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Et c'est un édito où on va parler de Bernard-Henri Lévy, notre philosophe national BHL, qui est encore une fois sous le feu des projecteurs. Alors cette fois-ci, pas pour un de ses chefs-d'œuvre, pour l'ensemble de son œuvre, on pourrait dire. Une enquête est ouverte puisque le député LFI Aymeric Caron a signalé à la justice une prise illégale d'intérêt en lien avec la régularité et l'importance des financements accordés par la chaîne Arte au président de son propre conseil de surveillance, le dit BHL. C'est plus de 750 000 euros qui ont été versés à BHL pour ses œuvres. C'est 31 ans de mandat à la tête d'Arte, enfin du conseil de surveillance d'Arte. 750 000 euros cumulés entre 2011 et 2022. Pour un montant, il y a aussi également d'autres œuvres qui ont été aidées. Alors il y a le film Le jour et la nuit, on va en reparler dans un instant, qui a été acquis en 2004 pour un montant de 68 700 euros avec les droits de diffusion du film Bosna. Là c'était monsieur BHL qui était
co-auteur et réalisateur. Alors, Bernard-Henri Lévy et le conseil de surveillance d'Arte se défendent en disant que le conseil de surveillance et son président n'ont aucune responsabilité aux prérogatives éditoriales. Et donc, le processus habituel et collégial de sélection des programmes a bien été respecté par les instances éditoriales de la chaîne. Hein, voilà. Donc, alors, rappelons quand même, Bernard-Henri Lévy, c'est le champion international, je pense, des bides. Il y a d'abord son film exceptionnel, Le jour et la nuit. Alors le casting fait rêver, hein, Alain Delon, Ariel Dombal, Lorraine Bacall, de magnifiques décors au Mexique. C'était son premier long métrage. On y parlait de boxe et de montgolfière. Claude Chabrol avait jugé le film le plus con de l'année. Et c'est aussi, sans doute, le moins vu à l'époque. 73 147 entrées en salle. Alors c'est plus qu'une pour toutes. 13 000 entrées en salle, mais quand même, il faut savoir que ce film qui avait été réédité en DVD en 2010, eh bien, on n'a pas les ventes de DVD, hein, il n'y a pas les chiffres. Ensuite, il y a le Serment de Tobrouk. Alors, le Serment de Tobrouk, là, c'est 2 heures de monologue de BHL sur la guerre en Libye et pourquoi c'était bien d'aller tuer Kadhafi pour faire le bordel en Libye. Alors là, le Serment de Tobrouk, c'était en sélection officielle au Festival de Cannes, hors compétition. Et là, il faut savoir que ce film a fait 2450 entrées en France. Alors là, on est encore en dessous de Une pour toutes, c'est vous dire. Et puis, il y a eu sa pièce de théâtre Hôtel Europe qui a été décommandée, hein, qui devait jouer pendant 2 ou 3 mois et qui n'a joué que 4 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Mais BHL a bénéficié encore une fois d'un financement pour un documentaire sur la pièce Hôtel Europe. Alors là, il faut savoir que c'est le service public qui avait financé ce documentaire avec France 3 230 000 €, Arte 200 000 € et Canal+, qui avait mis 300 000 € dans ce documentaire. C'était le Canard enchaîné qui parlait de ça. Et puis le dernier grand film de BHL, bien sûr, il s'appelle Slava Ukraini, budget 800 000 €, et je vous donne le chiffre des entrées. 1024 entrées en France. Alors BHL, dès qu'il sort un livre ou un film, il est invité partout, dans tous les médias, télé, radio, presse, pour dire combien c'est génial, combien ce philosophe est exceptionnel, mais personne en fait ne veut voir ses œuvres. C'est quand même exceptionnel. Il faut savoir qu'il y a une citation qui est attribuée à Pierre Bourdieu, qui refusait de débattre avec Bernard-Henri Lévy en disant que toute sa vie, Bernard-Henri Lévy dirait qu'il aurait débattu avec Pierre Bourdieu. Voilà ce que disait Pierre Bourdieu de BHL. Bernard-Henri Lévy, celui que ma concierge prend pour un journaliste, les journalistes pour un philosophe et les philosophes pour ma concierge. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on va parler encore un peu de BHL avec notre invité Régis Le Sommier, reporter de guerre et directeur de la rédaction d'Omerta, parce que BHL, c'est aussi la guerre en Ukraine, c'est le tourisme morbide de toutes les guerres, et aujourd'hui, bien sûr, on parle beaucoup d'Ukraine, puisque Donald Trump veut changer la donne, et déjà, il parle à Vladimir Poutine, ce que ne faisait pas Joe Biden. Mais bon, est-ce que Joe Biden parlait à qui que ce soit? Et il décide d'aller le rencontrer en Arabie Saoudite. On n'a pas la date, mais ces deux-là, Poutine et Trump, veulent en finir avec cette guerre. Oui, on est en train d'assister. Alors j'espère que pendant l'émission, il va pas se passer autre chose, parce qu'on a l'impression que quasiment, enfin en tout cas la journée de mercredi a été folle. Elle a commencé avec le nouveau secrétaire à la défense, Pete Hegseth, qui, en préambule de la conférence de Munich, déclare les Européens, c'est vous qui allez payer pour la sûreté de l'Ukraine, l'aide en Ukraine, c'est vous. L'Ukraine n'espérait pas retrouver vos frontières d'avant 2014, et puis vous n'allez pas rentrer dans l'OTAN. Enfin bref, vous avez un ancien militaire, justement à la tête du Pentagone, qui dit les choses se cachent. La journée se termine par un coup de fil de 90 minutes entre Poutine et Trump, le premier coup de fil depuis très longtemps entre les deux présidents des deux plus gros arsenaux nucléaires du monde, qui ont décidé de s'entendre, de faire la paix en Europe, sans l'Ukraine. Sans l'Union européenne, on va dire. Voilà. Ouais. En gros, alors, Volodymyr Zelensky appelle Trump pendant la journée, qu'il le rassure. Conférence de presse juste après, et Trump dit oui, nous allons faire des élections en Ukraine, et la cote de popularité de Monsieur Zelensky est pas terrible en ce moment. Sous-entendu, s'il pouvait ne pas être l'interlocuteur pour la négociation, comme le veulent les Russes, alors ça donne l'impression quand même que Trump déroule
déroule le tapis rouge à Poutine, le réinstaure dans la communauté internationale. On est quand même face à un personnage qui était un paria pendant 3 ans et qui tout à coup se retrouve face à l'américain, ce qu'il a toujours souhaité. Il a toujours souhaité qu'il y ait des relations bilatérales et que finalement le pacte de sécurité qu'il appelle depuis longtemps, soit fait avec les Américains directement. Et là, il est comblé. C'était la journée mercredi, c'était la journée de Poutine. Tout ce qui a été dit par Pete Hegseth, le secrétaire de la Défense, va dans le sens du projet de paix poussé par les Russes. Pas de retour aux frontières de 91, pas d'adhésion à l'OTAN, des zones démilitarisées, enfin faire de l'Ukraine une sorte de pays neutre, ce que veut Vladimir Poutine. Et puis Vladimir Poutine qui en a profité pour inviter Donald Trump et Xi Jinping à la prochaine, au 9 mai, la journée des héros. Et ça, c'est quelque chose que ne supportent pas en réalité les responsables non élus de l'Union européenne, que ce soit Kaja Kallas ou Madame von der Leyen. Qu'on n'entend pas. Madame von der Leyen, elle attend les ordres. C'est compliqué. Là, on la voit. Par contre, ce qui est quand même assez terrible, je pense, c'est qu'en même temps, ce qui est en train de se produire, je pense qu'il faut en être conscient, c'est que non seulement Donald Trump dynamite tout à l'international, à Gaza avec ses projets de Côte d'Azur, mais également quand il tord le bras du Hamas en le disant il va y avoir le feu de l'enfer, hier communiqué du Hamas, nous allons libérer les 2 otages comme prévu samedi, alors que le processus était arrêté. Donc quelque part là, ça a l'air de marcher. Quand il arrive en Ukraine, finalement il ne fait que mettre en pratique ce qu'il a dit, pendant toute sa campagne. Bien sûr. Et il expulse ses Européens, mais ce qui est en train de se passer, et je pense qu'il faut vraiment en avoir conscience, on est en train de changer d'époque. L'Europe, l'Union européenne qui avec l'administration Biden avait le lead, on va dire, sur le monde occidental, aujourd'hui est en train de vivre peut-être ces derniers jours, et je prends en particulier cet exemple de l'Allemagne qui me paraît très intéressant, puisqu'il y a une combinaison de choses avec cet attentat horrible à Munich, le 5e en 7 mois, qui sur le sol allemand, qui va venir naturellement renforcer l'AfD. Que je rappelle, c'est un attentat donc terroriste par un réfugié afghan qui a utilisé une voiture bélier pour rentrer dans un cortège de manifestations. Tout à fait. Et ça se passe à Munich, l'endroit même où il y a la conférence sur la sécurité, conférence à laquelle assiste le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, et J.D. Vance décide de ne pas rencontrer le chancelier Olaf Scholz sur son propre sol en disant nous n'avons choisi de ne pas le rencontrer. De toute façon, il n'en a plus pour très longtemps. Les élections, il va être battu. Les élections ont lieu dans 10 jours. Évidemment, Kurzweiner de la CDU est le grand favori, mais l'AfD est juste derrière. Et l'AfD, n'oublions pas, elle est poussée par Elon Musk. Donc l'équipe Trump. Et pourquoi elle pousse l'AfD? Parce que l'AfD, dans son programme, dans le programme d'Alice Weidel, il y a le départ de l'Union européenne. L'Allemagne promet qu'elle quittera l'Union européenne. Alors qu'est-ce que ça va être l'Union européenne si l'Allemagne s'en retire? C'est un peu comme l'OTAN sans les États-Unis. Tout à coup, c'est une coquille vide. Il y a ce risque-là aussi de voir les États-Unis se retirer de l'OTAN, comme ils l'ont fait de l'OMS et d'autres structures internationales, les accords de Paris, et on a l'impression quand même, encore une fois, que les Européens sont les dindons de la farce. C'est-à-dire qu'on les a fait payer pour cette guerre, qui était une guerre par procuration de Washington contre la Russie, et aujourd'hui, c'est nous qui allons payer les pots cassés, la démilitarisation de l'Ukraine, etc., etc., avec l'aval, en fait, des dirigeants européens comme Emmanuel Macron, comme Monsieur Scholz, qui sont tout à fait d'accord, en fait, avec cette idée d'être des paillassons, en réalité. Alors, Emmanuel Macron, dans une interview au Financial Times, appelle à faire face au choc Trump, ce qu'il qualifie de choc, et que ça doit justement susciter en Europe un électrochoc. Mais comme je vous décris cette situation en Allemagne, qui est un petit peu le maillon faible de l'Europe, qui est déjà elle-même très faible, il est difficile de penser que l'électrochoc va arriver. Et moi, je pense que c'est pire que ça, c'est-à-dire que l'Europe n'a pas le choix que d'accepter ce que Trump va lui dire qu'elle doit faire. Avec ce souhait des Américains qui potentiellement va se réaliser
encore Pete Hegseth, qui balance un scud et qui dit, donc secrétaire à la défense, qui dit la présence américaine en Europe ne sera peut-être pas indéfinie. C'est-à-dire fermer la base de Ramstein en Allemagne avec plus de 40 000 GI qui sont à l'année. C'est ce que Trump avait voulu déjà. Ouais. Il avait déjà parlé de ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a parlé du Groenland, parlé de toutes ces choses-là. Trump les avait déjà exprimées lors de son précédent mandat. Il était moins armé, on va dire. Moi, je me souviens d'une discussion avec un conseiller de Trump aux États-Unis qui me disait, quand on a été élu en 2016, on a fabriqué l'avion en vol, alors qu'on était déjà en vol. Donc, il est arrivé un peu démuni. Il s'est pris, on va dire, étant considéré comme illégitime par beaucoup de gens. Y compris chez les Républicains à l'époque. Voilà, il a été torpillé pendant tout son mandat. Là, il est prêt. Il a son équipe en ordre de bataille. Hier, rappelons-le, Tulsi Gabbard, donc très hostile aux interventions, a été confirmé. Robert Kennedy Jr. arrive à la santé. On est face à des gens avec Marco Rubio, avec le chef du Pentagone, avec Elon Musk, qui ne sont pas là pour faire de la figuration, qui ont un rôle bien précis. Et voilà, le rouleau compresseur est en route. Et tant pis pour nous, je vais dire les Européens, c'est triste. On rate le train encore une fois, et c'est vrai qu'il s'est passé en 3 semaines plus que en 4 ans de mandature Biden. C'est assez incroyable. On va marquer une courte pause et se retrouver avec notre invité. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve avec Régis Le Sommier, reporter de guerre et aussi directeur de la rédaction de Omerta, pour parler de ce changement total des États-Unis sur l'Ukraine. Après le coup de fil remarqué de Trump et Poutine, les déclarations, et on a l'impression que le gros perdant dans l'histoire, c'est quand même Volodymyr Zelensky, puisqu'on parle de faire des élections en Ukraine. Lui n'est plus président officiellement, son mandat s'était terminé il y a de ça quelques mois. Je ne pense pas que les Ukrainiens lui renouvelleront la confiance après le massacre qu'a été cette guerre, ça me paraît compliqué, et lui demande de continuer en fait avec les supplétifs de l'OTAN et de l'Union européenne pour avoir une assurance en quelque sorte. Alors c'est très intéressant, évidemment la position de Volodymyr Zelensky est très délicate. Moi j'ai pensé d'abord, quand j'ai entendu ça, à l'Ukrainien dans sa tranchée. Ça m'a rappelé cette phrase qui avait été prononcée, qui avait rendu célèbre John Kerry, vous savez, le sénateur, grand diplomate américain et ancien candidat à l'élection présidentielle, qui, quand il était au Vietnam, il était à l'époque jeune capitaine, avait été auditionné par le Sénat américain et avait eu cette phrase incroyable. C'était vers la fin de la guerre. Il avait dit: comment vous expliquer à un homme qui doit être le dernier à mourir pour le Vietnam? Là, on en est exactement. Et je me suis dit, le soldat ukrainien dans sa tranchée, il a dû se dire ce matin: ça vaut vraiment le coup de repartir à l'assaut aujourd'hui à Chassiviar, à Toretsk, dans ces trous du Donbass dans lesquels les gens vivent un enfer, ces soldats qui sont sursollicités, qui ont vu leurs camarades mourir. J'ai pensé à ça. Alors effectivement, Zelensky fait un peu pitié quand on le voit se débattre dans tous les sens. Il a sa dernière carte qui est Koursk, où il veut la mettre sur la table. Il l'a proposé hier. Il a dit aux Russes, on va faire des échanges de territoire. Et là, ça a été radical. Avant la fin de la journée, Dimitri Peskov a pris la parole, a dit il n'y aura aucun échange de territoire. Donc Zelensky, en effet, a appelé Donald Trump, et puis Donald Trump immédiatement après, il a voulu le rassurer. Et Donald Trump ensuite a dit voilà, on va faire des élections et Monsieur Zelensky n'est pas en forme. Donc lui coupant finalement peut-être cette dernière carte et montrant que finalement les jeux sont joués et sont faits. Est-ce que justement à propos de ces jeux qui sont faits, il n'est pas question maintenant de maquiller la défaite de l'OTAN, de l'Ukraine et de l'Union européenne pour expliquer que personne n'a perdu, mais qu'il faut être responsable, alors qu'il s'agit bien de ça. La guerre est perdue du côté occidental. Non, je pense que dans l'idée de Donald Trump, il y a de dire que cette guerre est le fait de son prédécesseur. S'il accélère la manœuvre en ce moment, c'est pour ne pas qu'on lui impute une capitulation possible, parce que le tempo opérationnel sur le terrain s'est accéléré. C'est-à-dire qu'il est obligé de naviguer à vue aussi, parce que Poutine va être plus gourmand dans l'accord. Il y a, quand
quand Trump a prononcé ces mots de paix en disant qu'il serait le faiseur de paix et qu'il arrêterait la guerre en Ukraine en 24 heures, à l'époque, les troupes russes avançaient beaucoup moins qu'elles ne le font aujourd'hui. Il n'y avait pas ces signes que l'Ukraine peut craquer et que la Russie peut conquérir beaucoup plus de territoire. Donc ça veut dire que le déséquilibre est là et que le temps joue pour Vladimir Poutine clairement et contre y compris contre Donald Trump. Donc il a voulu prendre le taureau par les cornes comme il fait toujours, bousculer ennemis et alliés et se mettre au centre du jeu. Là, il n'est pas quand même tout à fait au centre du jeu. Il est face à quelqu'un qui, certes, Trump a donné beaucoup. On a presque eu l'impression qu'il... alors certains ont comparé ça au pacte germano-soviétique. Enfin bon, je crois qu'il faut pas, ou au nouveau Yalta, etc. Il faut essayer de regarder la situation telle qu'elle est aujourd'hui. La situation sur le terrain pour l'Ukraine, sur le pays, est absolument dramatique. Quand Trump dit il faut arrêter cette guerre, il faut arrêter cette guerre. Le problème, c'est que 6 mois s'écoulant, même si le front ne bouge pas, il y aura encore 30 000, 40 000, 50 000 morts en plus pour rien. Donc, si vous voulez, je pense que dans l'idée de Trump, il y a de faire endosser totalement la responsabilité à Joe Biden. D'ailleurs, il l'a dit hier. Il a dit que cette guerre n'aurait jamais eu lieu déjà plusieurs fois si il avait été président et qu'elle a eu lieu parce que Joe Biden a annoncé que l'Ukraine allait rejoindre l'OTAN, ce qui était le fil rouge, enfin la ligne rouge des Russes. Et donc, il impute vraiment ça. Il ne veut pas cet héritage. Il veut aussi, et ça, je pense qu'il y a aussi ça chez Trump dans l'équation à prendre. L'objectif, c'est la Chine. Le grand mano à mano, ça va être la Chine. Et la Russie a été, à la faveur de cette guerre, poussée dans les bras de la Chine. Et ça, c'est une vieille peur kissingérienne qui retrouve un enracinement chez Trump, c'est-à-dire l'idée qu'il faut rattraper un peu la Russie, quitte à faire des concessions pour ensuite affronter la Chine, parce que il y va du leadership américain dans le monde. Mais justement, rattraper la Russie, il n'y a pas que Donald Trump qui veut le faire. Enfin, l'annonce de la reprise des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Russie a été accueillie par les marchés très très favorablement. Incroyable. Parce que justement, le marché russe perdu via les sanctions a fait beaucoup de mal aux multinationales. Oui. Pourtant, les Anglais veulent accélérer encore les sanctions. Madame von der Leyen aussi parle de nouveaux paquets de sanctions, etc. Or, on voit bien ce qu'ont fait les sanctions. Aujourd'hui, l'Allemagne est dans un état calamiteux du fait de ces sanctions. Bien sûr, je pense que l'Allemagne, alors c'est pas exprimé clairement par la CDU dont on parlait tout à l'heure, mais par l'AfD, c'est clair, rebrancher le tuyau, c'est-à-dire refaire que le gaz à bas prix venant de Russie, qui est à la source du Deutsche Qualität et de l'industrie allemande et de sa puissance financière aussi, eh bien que ça, en fait, l'Allemagne s'est suicidée. Nous, un peu moins, on a moins parce qu'on a notre mix énergétique avec le parc nucléaire qui est là, qui nous a permis de mieux résister. Mais pour les Allemands, ça a été une véritable catastrophe. Donc, on leur a demandé d'appuyer sur la tempe et de dire bon, voilà, Nord Stream a été plastiqué. On ne sait pas trop par qui, mais on se doute quand même bien, et que voilà, à partir du moment où le nœud est coupé, l'Allemagne revenait dans le giron des États-Unis. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Alors, il y a quand même eu des paroles de J.D. Vance ce matin qui mettent en garde quand même la Russie si elle n'accepte pas ce plan de paix. Il a à nouveau parlé de sanctions possibles. Ouais. Donc, on est quand même dans un moment où Trump a donné beaucoup à Poutine, il attend en retour, mais ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on va se retrouver, je pense, en Arabie Saoudite, avec donc MBS en hôte, Poutine, peut-être Zelensky, Trump, ça ressemble, en effet, alors j'ai dit tout à l'heure, fallait pas trop faire des correspondances historiques, mais ça ressemble un peu à Churchill qui tenait la chandelle pour Staline et Roosevelt à Yalta. Là, que va faire l'Ukraine? L'avenir de l'Ukraine ne se décide pas à Kiev aujourd'hui, il se décide à Moscou et à Washington et pas à Bruxelles non plus. Justement, il est question de partage de l'Ukraine, puisque pas de restitution des territoires gagnés par la Russie. Les Américains, Trump qui veut récupérer aussi des territoires à hauteur
hauteur de 500 milliards de dollars. Zelensky qui est prêt à brader certains de ces territoires ou des concessions pour ensuite avoir des mines sur des terres rares ou autres. Ça va être un destin à la Corée ou quelque chose comme ça pour l'Ukraine? Disons que si ça peut être un destin à la Corée, en imaginant qu'il y ait le Sud et le Nord, le Sud économiquement s'en est plutôt pas mal sorti quand on regarde historiquement, et puis c'était quand même la zone où s'étaient produits tous les combats pendant une grosse partie pendant la guerre de Corée. Donc là, oui, il y a eu des destructions, l'Ukraine est exsangue, elle n'a plus d'hommes, il y a tout les infrastructures électriques à refaire, il y a beaucoup de choses des centrales nucléaires, je pense à celle d'Energodar, moi j'étais faire un reportage là-bas, les six réacteurs sont à l'arrêt, donc tout est à réorganiser et on ne se remet pas comme ça d'une guerre pareille. Mais là, je pense qu'il y a en effet, et là où Trump a le vent en poupe, c'est cette idée de dire on arrête là, stop. Alors les Russes, c'est ça. Reste l'équation des Russes, reste à savoir si Poutine va faire durer les négociations. Trump veut aller vite, Poutine a peut-être moins intérêt d'aller vite parce que son armée progresse. C'est toute la question, mais il y a aussi la question de la paix durable, c'est-à-dire un accord de paix, il faut qu'il soit juste pour qu'il soit durable, parce qu'il y a tous ces morts, les Ukrainiens ne vont pas accepter une paix injuste. Non, les Ukrainiens sont, je vous dis, dans une situation terrible aujourd'hui, puisque l'impression d'avoir sacrifié une génération d'hommes pour finalement pas grand-chose. La frontière s'est déplacée depuis 2014, mais quand on regarde le Donbass, elle s'est pas tant déplacée que ça. Il y a eu en effet la moitié de l'oblast, on va dire de Zaporijjia, et la moitié de celui de Kherson, environ 20% du territoire ukrainien qui a été conquis par les Russes. Par rapport à ce qu'il y avait avant, le coût humain, le coût au niveau de la société, les traumatismes, parce que quand on parle souvent des morts, on oublie de parler des blessés, mais une société comme ça va être une société de gueule cassée aussi. On se retrouve avec une situation à la 14-18. Mais oui, c'est ça, c'est pas une situation à la les Américains en Irak avec des gens qui ont perdu des jambes, mais un nombre limité de soldats. Là, c'est un nombre incroyable de soldats, et en effet, vous avez raison sur le sacrifice, parce que le sacrifice forge la conscience nationale, et l'Ukraine qu'on disait artificielle, finalement c'est un pays qui a gagné et qui a, on va dire, par le sang son indépendance quelque part. Mais où va-t-elle aller, cette indépendance? Eh bien, on en parlera sans doute dans les prochaines semaines, en fonction des réponses diplomatiques des uns et des autres. Merci beaucoup, Régis Le Sommier, d'avoir été notre invité. On va marquer une courte pause et puis on se retrouve dans un instant pour la deuxième heure de Poulain sans réserve. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve pour parler pendant une heure du déclin français, l'abandon français. C'est un livre écrit par Claude Janvier et Jean-Loup Isambert aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Quelque chose pourri au Royaume de France. Bonjour Claude Janvier. Bonjour. Alors c'est un livre qui fait un peu l'historique de pourquoi, année après année, les dirigeants français, les responsables, les élites, ont choisi de brader ce qui faisait la grandeur de la France. Malheureusement, on ne peut qu'assister au déclin de la France depuis 1968 d'ailleurs, depuis cette espèce de coup d'État entre guillemets, et qui a tout renversé et qui a sonné le départ donc du général de Gaulle, qui était quand même, je le rappelle, le seul président non atlantiste de la France, parce que après lui, ça n'a été que des présidents atlantistes. Ça remonte à la Seconde Guerre mondiale, en réalité, de voir comment, à l'époque, l'oligarchie et même les Américains fêtaient finalement la victoire nazie sur l'Europe, en disant qu'une France occupée, c'était pas si mal, avec ce projet de l'Amgot, d'une monnaie de singe qui aurait remplacé le franc à l'époque, ce que De Gaulle avait refusé et avait affiché les États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette opération, en fait ? C'était une opération, donc en 1939, quand il y a eu la débâcle des armées françaises et anglaises. En fait, Washington prenait des contacts avec le maréchal Pétain, donc à Vichy, pour mettre en place
à la libération, parce que bon, les Américains savaient que la guerre, tôt ou tard, allait être gagnée, et pour mettre en place un protectorat de la France et de l'Europe et de l'Europe aussi. En fait, c'est la première initiative de monnaie unique, voilà, avant l'euro. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc, à la fin de la guerre, ils ont débarqué donc avec ce fameux franc AMGOT. AMGOT, c'est un acronyme. En anglais, c'est Alliance militaire, etc., etc. C'était le gouvernement militaire allié des territoires occupés. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, ils sont arrivés avec tout un tas de valises pleines de fausses monnaies, en fait, parce que déjà prêtes, c'est ça. Ah oui, c'était prêt, c'était imprimé et tout. Ouais. Et le général de Gaulle, heureusement, avec quelques commissaires, a dit, écoutez, moi je ne veux pas de votre monnaie de singe. Et il a dit aux Américains, écoutez, go home, pour employer une expression américaine. Et d'ailleurs, en 1966, le général de Gaulle avait sorti la France de l'OTAN. Ouais. Si on se rappelle bien. Politique de la chaise vide. Et d'ailleurs, le général de Gaulle, lui, a toujours boycotté l'idée même d'une commémoration du débarquement du 6 juin 44, puisque il savait que l'objectif, c'était que les Anglo-Saxons occupent la France et que les Français avaient été mis en dehors de cette opération. Absolument. Non, mais c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, c'était très courageux de sa part de refuser effectivement les commémorations donc du fameux D-Day, de ce fameux débarquement. Absolument. C'est le seul, parce que après ça, François Mitterrand en a fait un événement diplomatique international. C'est lui qui a lancé les cérémonies telles qu'elles sont aujourd'hui. Avant, c'était beaucoup plus confidentiel. Et puis Emmanuel Macron en a rajouté des couches également. Absolument, et toujours d'ailleurs sans inviter la Fédération de Russie, qui, je le rappelle quand même, les Soviétiques ont payé un lourd tribut quand même pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y a eu 27 millions quand même de soldats tués quand même. Ce qui est énorme. C'est grâce à eux d'ailleurs que l'Allemagne a été vaincue à l'époque. C'est pas grâce aux Américains, c'est grâce surtout effectivement au courage et à l'abnégation des Soviétiques. Ça c'est clair. Oui, mais c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que petit à petit on a réécrit l'histoire volontairement. Aller dire que le général de Gaulle boycottait les cérémonies du 6 juin 44, les gens vont regarder comme ça en disant qu'est-ce que c'est, et expliquer aussi pourquoi finalement petit à petit on a effacé les Russes de l'équation de cette victoire de la Seconde Guerre mondiale sur le nazisme. Eh bien, l'histoire efface, évidemment, l'histoire est sous contrôle américaine, anglo-saxonne, pour être plus précis, et effectivement, il faut effacer l'histoire où la Fédération de Russie, enfin à l'époque c'était l'URSS, jouait effectivement un énorme rôle. Mais c'est une réécriture totale de l'histoire pour bien montrer en fait que l'Europe se fait piller. Depuis, et d'ailleurs, ça a commencé le pillage de l'Europe en 1917. Puisqu'en 1917, quand les Américains sont venus soi-disant pour nous aider, alors qu'en réalité, à l'époque, la guerre 14-18 était sur le point d'être gagnée par les Français et les Anglais qui étaient alliés à l'époque. En réalité, ils sont arrivés pour dire coucou, bonjour, on est là. On vous aide à gagner, mais sous-entendu, on met le pied en Europe pour mieux piller l'Europe. Et c'est exactement ce qui se passe, malheureusement, depuis 1917. Ouais, et ça s'est accéléré, vous le dites dans ce livre, avec la création des instances européennes. Avant l'Union européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et la Commission européenne. Un des premiers dirigeants de cette Commission européenne était quand même Walter Hallstein, ancien nazi, puisqu'il n'y a pas eu, il y a eu en partie une dénazification de l'Allemagne, mais il y a eu aussi beaucoup de pardons, et d'anciens responsables ont pu reprendre une vie administrative dans les hautes sphères de l'État en Allemagne, mais aussi en Europe. Absolument. Mais d'ailleurs, c'est lui le premier qui a signé le traité de Rome, si ma mémoire est bonne. Et ensuite, nous avons eu Schuman. On a eu aussi, c'est intéressant parce que tous ceux qui ont suivi, ils ont un passé pas très glorieux. En réalité, cette fondation de l'Europe, tous les personnages qui ont fondé cette Europe n'ont pas un passé très glorieux. Donc, on voit bien que ça ne pouvait aller que vers une catastrophe, et cette catastrophe, malheureusement, force est de constater que nous l'avons, puisqu'aujourd'hui, quelques chiffres rapides. 1996, on en était en Europe à 20 millions de pauvres à peu près. Ouais. Aujourd'hui, on en est à 110 millions de pauvres en Europe. Donc, soi-disant, l'Europe devait nous amener plus... Vous parlez là de l'Union européenne. Je parle de l'Union européenne. Les pays membres de l'Union européenne. Les pays membres de l'Union, oui.
Pardon. Mais effectivement, cette Union européenne était censée nous amener moins de paupérisation, plus de pouvoir d'achat, etc., de prospérité, etc. Bon, les chiffres sont parlants. Et ça, ce sont des chiffres officiels, de rapports qui sont consultables en ligne, de prévisions, et de dire, en fait, l'Union européenne a paupérisé les populations européennes. Absolument. Mais prenons l'euro, par exemple, cette monnaie qui nous a été imposée à partir du début des années 2000. Moi, j'ai passé les 3/4 de mon existence avec le franc. Ouais. Donc, si je peux très, très vite comparer. À l'époque, on se rappelle, en francs, avec 1 million de francs, vous étiez considéré comme riche et vous pouviez vous acheter un petit château, un petit manoir. 1 million de francs, en euros, c'est 150 000 euros. Qu'est-ce que vous achetez aujourd'hui avec 150 000 euros? Une chambre de bonne à Paris de 10 mètres carrés encore, ou une petite maison Phoenix en zone rurale, et encore pas dans n'importe quelle zone rurale. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Moi je m'amuse encore, enfin je m'amuse, c'est un grand mot parce que ça m'attriste, mais à faire la conversion quand je vais me promener sur un marché. Je regarde le kilo de cerises. J'ai vu des kilos de cerises à 15 euros, mais je me suis dit, mais 15 euros, c'est 90 francs le kilo de cerises, mais non, même pas, c'est 105 francs le kilo de cerises, mais à l'époque, on n'aurait jamais acheté un kilo de cerises à 105 francs. Donc on voit bien que cet euro nous a plombé et nous plombe toujours. C'est-à-dire que là, c'est catastrophique, quoi. Ça devient et d'ailleurs, je lisais récemment un petit sondage, je sais plus sur quel média. Il n'y a que 26% de Français aujourd'hui qui ont un salaire décent, correct. Ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait un quart, quasiment. Mais sur 68 millions de Français, si on retire les enfants, bien entendu, on est d'accord, mais ça fait quand même pas énorme, hein. Et on voit bien qu'on est en train de dégringoler sur toute la ligne. Vraiment. Avec un endettement cataclysmique également. L'endettement est catastrophique parce qu'il est annoncé 3200 milliards de dettes, ça c'est le chiffre officiel, mais il y a le hors-bilan bancaire qu'il faut peut-être pas oublier, et que beaucoup de gens oublient ou ne savent pas. Et en fait, ce sont les engagements de l'État en cas de défaillance de caisse, par exemple de caisse militaire ou de caisse fonctionnaire. Et les engagements de l'État, ça se monte à 3800 milliards. Donc quand vous additionnez 3200 milliards et 3800 milliards, en réalité, la dette aujourd'hui de la France passe les 7000 milliards. Ah oui, quand même. C'est pas, vous voyez, j'ai même moi du mal à aligner un peu les zéros, vous voyez. Et cette dette, elle a été accumulée par des gouvernements de gauche et de droite lors des différentes années. Aujourd'hui, on a par exemple un Pierre Moscovici qui était à Bercy, qui a continué de faire de la dette et qui est à la Cour des comptes pour dire il y a trop de dettes. C'est magnifique aussi de voir comment la caste au pouvoir s'organise pour continuer de dire que c'est pas leur faute et que les Français doivent travailler plus et rembourser cette dette que eux ont créé. Absolument, et payer des impôts même en plus. Quand on voit récemment Bérou, Bérou de secours, vous savez, le nouveau gouvernement là, les auto-entrepreneurs en ont pris plein le museau, si je peux m'exprimer. Ils sont revenus. Il est question de revenir sur cette mesure. Il est question, mais c'est pas fait encore. On va voir, oui, effectivement. Effectivement. Il y a aussi, et on va en parler plus en longueur, mais le principe de ce déclin, c'est l'ingérence et donc l'abandon français, le fait que la France est sous occupation en quelque sorte, une guerre invisible, c'est ce que disait François Mitterrand, avec les États-Unis. Absolument. C'est pas les Russes, c'est pas les Chinois. Ah non, alors là, c'est pas ni les Russes ni les Chinois, c'est bien les Américains, c'est bien donc ça, il y a aucun doute là-dessus. Et d'ailleurs, on le voit. On le traite dans notre livre aussi. On voit l'abandon progressif de la langue française et de la francophonie. On va en parler. Ouais. Ben voilà. On va marquer une courte pause et puis on va se retrouver avec notre invité Claude Janvier pour parler de l'abandon français, ce livre qui fait, ma foi, un tableau assez noir de pourquoi la France est dans l'impasse aujourd'hui par l'abandon des élites et la volonté d'accepter finalement la domination, une tutelle étrangère pour un pays qui autrefois avait les moyens de sa souveraineté et de son indépendance. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Poulain, sans réserve, l'invité. On se retrouve avec notre invité Claude Janvier pour parler de l'abandon français, ce livre qui liste en fait les trahisons des responsables politiques français qui se sont succédés à la tête de l'État et qui ont accepté en fait une seule ingérence, celle des États-Unis. On peut voir par exemple dans le casting de ces élites l'importance des programmes de formation des Young Global Leaders, du World Economic Forum, mais aussi de la Franco-American Foundation, le Bilderberg aussi, un groupe
groupe de réflexion transatlantique qui permet, par exemple, de faire passer Gabriel Attal, Bruno Le Maire, etc., Emmanuel Macron, avant même qu'il soit nommé à des responsabilités, c'est un peu gros quand même. Ah bah c'est énorme, mais malheureusement c'est tout à fait vrai. C'est vrai que pratiquement, je crois que tous nos politiciens passent par le programme créé en 2004 par Klaus Schwab, Global Young Leaders. Et donc c'est quand même un programme destiné à malaxer la façon de penser, quoi. C'est un programme vraiment de conditionnement mental. Même Marlène Schiappa, j'avais regardé, elle est passée par le Global Young Leader. Incroyable quand même. Ouais, c'est assez étonnant. Mais c'est vraiment une machine à formater. C'est du formatage. Et le problème, c'est qu'à force d'être formaté et d'obéir, on se retrouve avec des dirigeants qui sont complètement à côté de la plaque, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une vision idéologique du monde qui n'a rien à voir. Enfin, c'est ce que le common sense que veut amener Trump dans la politique internationale a complètement déserté. Qu'on voit un Raphaël Glucksmann, un Gabriel Attal, un Emmanuel Macron, etc., qui ont une vision du monde idéologique qui n'est pas en raccord avec ce que serait la réelle politique en réalité. Ah mais de toute façon ils sont en accord avec rien. Ils sont sur une espèce de sphère où malheureusement ils obéissent au doigt et à l'œil à l'intelligentsia américaine. Alors quand on parle d'intelligentsia américaine, on parle évidemment du complexe militaire ou industriel, on parle de l'oligarchie financière mondiale, là évidemment, et on parle du deep state américain en réalité, et on voit bien que tout est poussé à l'extrême pour... c'est du noyautage en fait, c'est du noyautage, mais ce qui est intéressant entre guillemets, parce que ça m'attriste beaucoup, mais c'est ce noyautage permanent et quotidien qu'une majorité de Français et d'Européens reçoivent. Ouais. Et là, par exemple, un petit exemple très vite, on voit bien cette espèce de globiche aujourd'hui, on a appelé ça comme ça avec mon ami Jean-Loup Isambert, cette espèce de mélange de langue anglaise, de mots anglais avec la langue française, et c'est de plus en plus prépondérant. On le voit... Il y a pas si longtemps, France au lieu de choisir la France, ce genre de choses. Il y a pas si longtemps, je voyais une publicité pour le pastis. Alors le pastaga, quand même, c'est Marseille, quand même. Elle avait l'accent, et je vois la pub pour le pastis. Born in Marseille. Je me dis non, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. C'est malheureusement. Ou l'autre fois dans le métro. Je prenais donc le métro et je vois tout d'un coup une énorme affiche et je vois un espèce de canard avec des lèvres botoxées. Je lui dis mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Et ce qui était inscrit, ta duck face, mot pour mot, pour mieux se maquiller et mieux entretenir, etc. Je me dis mais mon Dieu, si c'est pas de ça, voilà, j'appelle ça effectivement du matraquage quotidien pour faire passer le message, pour dire, voyez-vous le français, le français c'est fini, c'est has-been, tiens on va employer un mot anglais, c'est has-been, maintenant on va faire un langage nivelé, avec des mélanges comme ça anglais, mais c'est voulu pour faire disparaître effectivement la France et la francophonie. C'est un des aspects. Mais ça va plus loin parce qu'on a Emmanuel Macron, président de la République française, qui passe son temps à donner des interviews en anglais, à prendre la parole en anglais. On va l'écouter là. Il faisait visiter l'Élysée à CNN, et on va parler aussi de l'art contemporain, puisqu'il a un peu défiguré l'Élysée. On écoute Emmanuel Macron et sa maîtrise parfaite de l'anglais. To show you a very special room. Here's the Salon Cléopâtre with Oppenheimer and some contemporary art as well. And here was in fact the room of La Pompadour. He was asked by François Mitterrand for the bicentenary of the French Revolution. I love this one, made by If you could take one piece home with you when you're finished, you can take one. Go on, imagine I can give you one piece in the whole place. Which one would it be? You know what? I would just take my pen and start again. Voilà, donc un président français qui passe son temps à parler en anglais, ça montre aussi la volonté de l'effacement de la langue française, qui était une des langues officielles de l'Union européenne et qui a totalement disparu, là encore, des institutions européennes. Aujourd'hui, tous les discours, tous les documents se font quasiment en anglais et uniquement en anglais. Le français a été effacé. Ah oui, absolument, mais pire que ça. C'est que dans toutes les sociétés du CAC 40, par exemple, et toutes les grosses sociétés, les cadres supérieurs sont obligés de rédiger leur rapport en anglais. Parce que ce sont des multinationales. Oui, d'accord. Il faut parler à tout le monde. C'est quand même des multinationales françaises. Le CAC 40, c'est, si je prends Airbus, enfin, peu importe, et les autres.
Ils sont obligés. Et s'ils le font pas, ça ne passe pas. Donc on voit bien que... Mais vous savez, je pense qu'il n'y avait pas de place. C'est deux mondes qui s'affrontent. Ou c'était la francophonie, ou c'était la langue anglaise. Et il fallait que la langue anglaise prenne le pas. C'est la domination anglo-saxonne. C'est le pillage mondial, hein, parce que ça s'arrête pas à l'Europe. C'est vraiment... Voilà, c'est le terrain de jeu des anglo-saxons, c'est piller le monde. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs depuis toujours. Alors là, évidemment, ils sont un peu en écueil parce qu'ils aimeraient bien piller la Fédération de Russie, mais là, ils sont tombés sur un os. Et là, pour l'instant, ça ne passe pas. Et heureusement, d'ailleurs. Ouais, vous parlez de pillage, mais c'est la DGSI qui alertait sur les ingérences économiques américaines en France. La DGSI, donc là, on parle du renseignement français, en expliquant que, en réalité, ça y est, l'économie française est déjà sous tutelle, puisque en 2017, les fonds étrangers détenaient 540 milliards d'euros d'actions des entreprises du CAC 40, avec des faits majoritaires, des sociétés gérant d'actifs. 33,3% du total des actions en France sont détenues par des non-résidents. Oui, c'est exactement ça. Effectivement, c'est incontestable puisque c'est la DGSI qui en fait part. Mais c'est vrai que quand on regarde quels sont les actionnaires aujourd'hui des grandes sociétés du CAC 40, on retrouve BlackRock, on retrouve Vanguard, on retrouve State Street. Et aussi, on les retrouve, ces trois monstruosités financières, on les retrouve aussi actionnaires des usines d'armement françaises. Quand même pas oublier qu'en France, on est le deuxième pays aujourd'hui producteur d'armes et de vente d'armes au monde, juste derrière les États-Unis. Et quand je regarde effectivement quels sont les actionnaires du complexe militaro-industriel français, on retrouve des sociétés, des monstruosités financières américaines. Donc, d'ailleurs, BlackRock avait été invité à l'Élysée pour un de ses séminaires, immédiatement après l'élection d'Emmanuel Macron. Absolument. Vous savez, BlackRock a son rond de serviette à Bercy. C'est incontestable. Ça, c'était dans un ouvrage que j'avais rédigé avec mon ami François Lagarde, l'État profond français. Mais oui, ils ont leur rond de serviette à Bercy. Donc on voit bien qu'il y a une ingérence de plus en plus prépondérante américaine. Et c'est toujours le même problème, vous savez, c'est un problème de contrôle et de pillage. Vous savez, toutes les informations personnelles et les informations industrielles de nos sociétés ont été pillées et sont envoyées directement aux USA. Oui, parce qu'il y a une loi, c'est pas par les services comptables, les cabinets d'audit qui sont obligés de faire ça et d'envoyer ensuite les données à partir du moment où 20% des actions sont détenues par un fonds américain. Il y a un accès de ces données et un accès ensuite par l'État américain. C'est exactement ça. On est là en plein espionnage industriel et pourtant la France laisse faire encore une fois. La France laisse totalement faire. On est complice. Nos dirigeants sont complices parce que nous, en fait, on refuse, mais nos dirigeants le font. Mais vous savez, les États-Unis pratiquent depuis toujours l'extraterritorialité de leurs droits. Donc, du droit américain. Donc, ce qui fait qu'on a une ingérence, pas que nous, tous les États européens et même ailleurs, d'ailleurs, il y a une ingérence totale par les USA, puisque à partir du moment où le droit américain fait office de loi et fait office de numéro 1, là, ça devient un peu compliqué pour la suite. On va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant avec notre invité Claude Janvier pour parler de l'abandon français. Si vous souhaitez poser des questions ou réagir, le standard c'est 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Petit Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, c'est Claude Janvier pour ce livre écrit avec Jean-Loup Isambert sur l'abandon français. Comment nos élites ont trahi systématiquement les outils de souveraineté et d'indépendance de la France pour des intérêts économiques de court terme. Vous parlez même d'un changement du contrat social en réalité, puisque avec cette prise de contrôle de certaines entreprises du CAC 40 via les fonds américains, on est en train aussi petit à petit d'imposer un débat sur la retraite par capitalisation, qui est un des objectifs de BlackRock depuis des années, imposer en France ce système de retraite. Eh bien, c'est un peu ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que BlackRock a son rond de serviette à Bercy depuis déjà quelques temps, donc et bien évidemment, ça les intéresse beaucoup BlackRock de mettre la main sur le projet de retraite par capitalisation que Gérald Darmanin effectivement est en train de pousser, mais pas que lui. Je veux dire, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'on voit bien que
il y a une ingérence de plus en plus et une mainmise de plus en plus flagrante de l'oligarchie financière mondiale anglo-saxonne. Il n'y a rien à faire, quoi. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent en même temps sur les marchés financiers. La dette aussi de l'État français fait que la finance a pris un rôle prépondérant en fait dans la politique. Ah bah totalement, oui. Ouais. Ah bah totalement. Et en plus cette dette, la dette française appartient à des investisseurs étrangers aussi, à la BCE. Il y a une part de la BCE, il y a des investisseurs étrangers et évidemment anglo-saxons. Bon, j'ai pas les noms précis parce que c'est un petit peu compliqué d'arriver à vraiment savoir qui détient vraiment cette dette, mais on sait déjà que la BCE en est une partie. Et après, on voit bien que se pointent derrière, encore une fois, toutes les monstruosités financières américaines et anglaises, quoi, anglo-saxonnes. Quoi. Avec finalement bien peu de choix de la part des Français. L'Union européenne étant aussi responsable, c'est-à-dire que les lois européennes, les GOPE, si on peut en parler, puisqu'il y a François Asselineau qui en parle souvent, lui qui défend le Frexit, mais globalement, les responsables politiques français parlent de nouvelles lois sur l'immigration, de nouvelles lois sur la sécurité, etc., mais jamais des GOPE. Vous pouvez nous en dire un mot ? C'est les grandes orientations des projets économiques. En fait, pour rester simple, qu'est-ce que c'est que ces GOPE ? C'est les accords que l'Europe, le Parlement européen prend avec tout un tas d'autres pays, etc. Et ça nous donne en réalité, comme conclusion, les accords du CETA, par exemple, canadien, européen, les accords du JETA, le Japon avec l'Europe, l'agneau de Nouvelle-Zélande qui débarque depuis déjà longtemps, et enfin, cerise sur le gâteau, le Mercosur, puisqu'on reste dans le domaine agricole et élevage, pour prendre des exemples précis, où là, nos agriculteurs, et pas que nous d'ailleurs, tous les agriculteurs et éleveurs de l'Europe vont être définitivement plombé parce que impossible de lutter avec toute cette marchandise qui va arriver donc de tout un tas de pays lointains avec effectivement des facilités douanières, moins de taxes, etc. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce sujet sur l'Ukraine, parce que l'Ukraine, sous prétexte d'aider l'Ukraine depuis le début de l'opération spéciale du 24 février 2022, ce qui était intéressant, c'est que le milliardaire du poulet ukrainien, je me rappelle plus son nom, qui vit à Chypre d'ailleurs, il a inondé le marché donc français et européen de poulets bas de gamme, parce qu'il faut voir dans quelles conditions ces poulets sont élevés. Et ce qui est fou, ça c'est vraiment fou, tous ces poulets passent les frontières, y compris de la France, sans contrôle sanitaire, sans droit de douane. Alors on essaye de s'imaginer très vite quelles sont les conséquences pour nos éleveurs français. On va en parler puisqu'il y a le salon de l'agriculture qui arrive bientôt, et Sud Radio d'ailleurs aura son studio là-bas, donc on va pouvoir parler de ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu à la fois les céréales, les poulets ukrainiens qui ont fâché, notamment les Polonais et aussi les Français. À juste titre. Mais le problème, c'est que fâché, oui, mais ça n'a pas empêché que ça continue. Oui. Mais ça continue toujours d'ailleurs. Mais tout continue, c'est-à-dire que là, on voit bien que avec l'élection de Donald Trump, on en parlait il y a de ça quelques minutes avec Régis Le Sommier et Elon Musk, il y a une volonté de changer la politique internationale américaine, revoir par exemple les fonds alloués à l'USAID, ce programme d'aide au développement, mais en réalité qui cachait beaucoup de programmes de changement de régime, de déstabilisation, tout comme la NED. Est-ce que là, l'élection de Trump, ça peut changer quand même les choses et révéler la mise sous tutelle des pays européens, peut-être aux populations qui sont dans le déni? J'ose l'espérer. En tout cas, Donald Trump met un coup de pied dans la fourmilière. Ça c'est évident. Et en arrêtant donc les subventions à l'USAID, en arrêtant les subventions aussi à l'OMS d'ailleurs. Tiens, c'est intéressant. On se rend compte très vite qu'il a quand même, il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne colle pas avec toutes ces facilités des ONG qui ont été impliquées dans des affaires effectivement vraiment pas claires. Mais le problème, c'est la dissimulation. C'est-à-dire que aujourd'hui, encore plus que jamais, il y a tout un tas d'associations qui ont pignon sur rue, mais on ne sait réellement pas ce qu'elles font derrière. Et je vais prendre un exemple simple, d'ailleurs, je pense qu'on le traite dans notre livre, le réchauffement climatique. Alors, on en entend parler long, large, travers et diagonale, mais quand on se penche sur les principales ONG
qui ont pignon sur rue et qui ont poussé ce réchauffement climatique en France. Et on se rend compte qu'il y a Greenpeace. Greenpeace, je le mets un petit peu à part. Mais sinon, pour la France, il y a Oxfam France, Notre Affaire à tous, et la Fondation pour la Nature et l'Homme. Ouais. Et quand on épluche Oxfam France, Notre Affaire à tous, Fondation Nature et l'Homme, on se rend compte que ces 3 fondations sont liées à Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, le télé-écologiste, là, vous savez, celui qui nous a plombé avec une taxe carbone parce qu'il voulait absolument l'avoir, celui qui nous a fait peur avec son film, je ne me rappelle plus, là, c'était le syndrome du Titanic, ça y est, ça me revient. Bref, mais c'est celui aussi qui roule en 4x4 super vitaminé en Corse pour monter sur sa petite ville-là à 1000 mètres d'altitude ou en hélico. Et en réalité, ces 3 fondations, il a une part dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 3 fondations poussent effectivement toute cette folie du réchauffement climatique. Parce que c'est une folie, parce que pendant ce temps-là, les 1400 sites les plus pollueurs du monde ne sont toujours pas inquiétés. Oui, c'est ce que vous dites. Et pire encore, un rapport d'Influence Map, groupe de réflexion indépendant, montre que les entreprises les plus polluantes, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Chevron, BP, Total, ont investi $1 milliard de fonds d'actionnaires dans des actions de marques de lobbying liées au climat. Oui. Donc du greenwashing, là. Bah oui, du greenwashing, c'est ça. 1 milliard en 3 ans. Ah oui. Oui, mais c'est bien les parabans, hein, vous savez. C'est-à-dire. Mais ça fonctionne. Ah, mais ça fonctionne. Parce que vous avez des organisations qui empêchent la réflexion sur ce greenwashing, qui voudraient qu'on continue. Alors vous appelez ça les écolos allégés, hein, c'est ça? On appelle ça les écolos allégés. Vous pouvez expliquer ce que c'est? On appelle ça les écolos allégés. Oui, parce que les écolos, sur les véritables problèmes de fond, on les entend pas. On les entend pas. C'est ça qu'il faut. Il y a 1400 sites, comme on vient de l'évoquer, les plus polluants du monde. On les entend pas. Ouais. On n'entend pas les écolos non plus sur l'importation du gaz de schiste, qui est une catastrophe écologique américaine en Europe, et qui navigue donc, ça navigue d'un bout à l'autre des océans sur des containers spéciaux, sur des gros paquebots et qui voguent quand même, je le rappelle, au fioul lourd, qui en plus polluent. Rejette dans l'atmosphère du dioxyde de soufre. Enfin, ça pollue plus que, je sais plus, tout un parc de voitures réunies. Et là, on les entend pas non plus, les écologistes. Hein. Nous ne les entendons pas. Et on les entend pas non plus. On le traite aussi en notif, surtout le côté de la chimbouffe, comme on l'a appelé, la bouffe chimique. Parce que ça aussi, c'est... Mais ce n'est qu'une succession d'aberrations. C'est-à-dire que les écolos nous branchent sur tout un tas une escroquerie écologique, mais je les appelle les escrologues, hein, mais pas sur les problèmes de fond. Sur les problèmes de fond, on ne les entend pas. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des ZFE pour les Français qui n'ont pas la dernière voiture électrique qui coûte une fortune, mais Total, ArcelorMittal, Solvay, Lafarge, ces grands pollueurs, hein, puisque l'industrie est quand même le numéro 1 de la pollution avec le transport, ils sont exonérés de la taxe carbone. Eh oui. Eh ben oui, c'est magnifique, hein. C'est-à-dire que nous, on nous plombe avec des milliers de critères, on va nous plomber avec des ZFE, qui est quand même une horreur absolue pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer de nouvelles voitures, et en même temps, on laisse effectivement les grands pollueurs. C'est vraiment du grand n'importe quoi. C'est vrai qu'on est de plus en plus dans un asile psychiatrique à ciel ouvert. N'ayons pas peur des mots, parce que de quel côté on se penche, on se dit mais c'est pas possible de pousser autant d'aberrations. Ouais, avec Trump qui montre les opérations d'ingénierie sociale via l'USAID, la NED, etc. Il y a le World Economic Forum qui est quand même donc le sommet de Davos de Klaus Schwab, qui est un exemple de manipulation de l'opinion, avec cette créature qui apparaît en 2018, la jeune Greta Thunberg. Ah oui, c'est vrai. C'est vous avez expliqué la création de Greta Thunberg par le World Economic Forum. Ah c'était une création intéressante d'ailleurs, mais le pire, c'est que ça marche. Parce que vous avez une jeune personne de 16 ans, autiste, et qui tout d'un coup se met à faire campagne contre le réchauffement climatique, etc. Donc ça marche, hein, et ça fonctionne. Et c'est vrai que
au niveau du World Economic Forum, ou au niveau même de leur marketing, hein, entre guillemets, de leur campagne de promotion, c'est quand même assez fort. Maintenant, quand on commence à écarter tout ce bourrage de crâne médiatique, on se rend bien compte que derrière, il n'y a rien. C'est malheureusement une façade creuse, mais... Donc si, derrière, il y a les cabinets de conseil qui ouvrent de nouveaux marchés de conseil sur le carbone, sur les bilans des entreprises, tout ce qui est en train d'ailleurs de tomber, hein, puisque BlackRock a décidé de laisser tomber ces marqueurs. C'est intéressant de voir comment ils retournent très facilement leur veste, en fait, sur ce qui devait nous sauver de la catastrophe climatique. Ben, finalement, ces grands financiers, très vite, mettent ça à la poubelle. Oui, parce qu'ils ont très vite compris, là, maintenant, que ça va plus leur apporter assez d'argent, donc ils se branchent sur autre chose. Vous savez, c'est vraiment qu'une histoire de bénéfices engrangés, d'argent. C'est que ça, hein. Et c'est malheureux parce que on voit bien qu'il n'y a que l'argent qui mène effectivement ce monde, hein. Et c'est fou parce que on est quand même à une époque où il y a toujours... j'ai jamais vu autant d'usines à gaz, de fondations humanitaires, que je les appelle des usines à gaz humanitaires, parce qu'il y en a toujours incroyablement plein, il y en a incroyablement de nouvelles qui se créent tous les jours, et il y a toujours quand même 9 millions de gens qui meurent de faim chaque année, il y a toujours 835 millions de gens qui sont sous-alimentés, et on finit par se dire, mais ces fondations humanitaires, elles font quoi de concret? Parce qu'en fait, avec tous les milliards, les trilliards d'argent qui circulent, de dollars ou d'euros, ou peu importe quelle monnaie, à travers le monde, je pense que la pauvreté, l'illettrisme et la criminalité auraient déjà dû être endigués depuis très longtemps. Oui, mais il n'y a pas de volonté politique. Si on prend par exemple l'exemple de la taxe sur les transactions financières, ça fait des années que tout le monde en parle en disant mais oui, ça pourrait sortir je ne sais pas combien de centaines de milliards de dollars, mais jamais ça n'avance. Ah oui, jamais. On en parle, mais ça n'avance pas. Oui, c'est ça. D'ailleurs, le forum de Davos, il est emblématique pour ça. Il existe depuis les années 70. Chaque année, le bilan est le même, les audits sont les mêmes. Il faut. Il se passera jamais rien. Oui, il se passe rien, non, bien sûr. C'est de la façade. Ben, c'est comme les députés européens. Ça parle. Ça parle, mais il n'y a rien de concret derrière. Ah, pour parler, ils savent. Hein. Oui, mais c'est d'ailleurs leur métier. Mais le Parlement européen, qui est aussi une façade pour essayer de démocratiser l'Europe, qui est une technostructure qui n'a aucune légitimité démocratique. Absolument. Ah bah, d'ailleurs, il suffit d'entendre Nathalie Loiseau avec cette espèce de barrière de front démocratique, etc., de censurer les réseaux, censurer X, etc. Mon Dieu, ça c'est pas bien. Ce qui est bien, ce qui est pas bien. Là, ce qu'on vient de dire, c'est pas bien, évidemment. Alors, on va se retrouver dans un instant après la pause. 0826 300 300. Si vous souhaitez poser des questions à Claude Janvier sur son livre L'abandon français. Et puis, on va parler dans un instant, justement, après l'écologie, l'énergie et la malbouffe, bien sûr. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Claude Janvier est notre invité pour son livre écrit avec Jean-Loup Isambert, L'abandon français. Qu'est-ce qui fait que la France, qui avait tout pour réussir, se retrouve aujourd'hui dans l'impasse de la dette et de l'Union européenne? Il y a un exemple très marquant, c'est celui de l'énergie. La France avait une planification, a décidé de s'engager dans la filière nucléaire, a donc une électricité bon marché, les moyens de produire de l'énergie, avec un bémol sur, bien sûr, l'uranium. Mais globalement, c'était quelque chose qui marchait. Et puis arrivent les technocrates, les élus, Bercy, Emmanuel Macron. Et vous dites que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à Bercy, puis à l'Élysée, EDF a subi avec une violence particulière les exigences de la construction européenne, avec l'idée de systématiquement démanteler les fleurons nationaux. Eh oui, c'est malheureusement vrai. Ce qui est fou d'ailleurs, c'est que le nucléaire, l'énergie nucléaire fournie par les centrales nucléaires a posé un problème avec le recyclement, donc le recyclage plutôt des déchets radioactifs. Bon, ça, c'était indéniablement vrai. Sauf que avec le fameux projet Superphénix, ça remonte à Lionel Jospin de mémoire. Aujourd'hui, on le sait que depuis Superphénix jusqu'à aujourd'hui, Superphénix qui a été arrêté d'ailleurs, on sait qu'aujourd'hui on peut produire de l'énergie grâce aux centrales nucléaires propres. C'est-à-dire que les déchets radioactifs sont recyclés et produisent de l'énergie. Donc aujourd'hui, une centrale nucléaire civile, c'est propre, ça produit de l'énergie propre. Mais ça ne colle le bémol quand même des déchets, puisqu'il y a des sites d'enfouissage, on ne sait pas quoi en faire de ces déchets sur la durée. Non mais
ce que je voulais dire, c'est que ces déchets aujourd'hui peuvent être recyclés dans des super réacteurs. Ah non, c'est pas le cas, mais parce qu'ils veulent pas le faire. Important de dire. Mais la solution, elle est là. Au lieu de prendre cette solution-là et de produire une énergie propre, pas chère, avec pas de déchets radioactifs, la politique a été de nous placer des éoliennes qui ne produisent que 6% du courant quand elles ne sont pas en panne. La politique, c'est de mettre des panneaux solaires un peu partout. Et la politique, c'est de faire aussi des usines de méthanisation. Ça, c'est moins connu en France. C'est moins connu du grand public. Mais enfin, aujourd'hui, on en est à 1500 usines de méthanisation en France, faut le savoir. Et ce qui est intéressant en quelques mots, c'est que ces usines de méthanisation sont censées produire du biogaz. En fait, elles en produisent très peu. Sur les 1500 qu'on a en France, je crois que ce produisent entre 3 et 6% de biogaz, ce qui est ridicule. Mais en réalité, ces usines de méthanisation fonctionnent avec des déchets d'animaux, mais surtout des végétaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont subventionnés pour produire des plantes qui ne vont pas être consommables pour nous, mais qui vont alimenter ces usines de méthanisation. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve avec une agriculture qui va de plus en plus fournir des plantes non consommables, et les plantes consommables vont diminuer. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que ces usines de méthanisation produisent à peu près entre 80 et 90% de déchets. Qui deviennent quoi ? Ces déchets, bourrés de nitrate et d'ammoniac, sont mis sur les champs, épandus. Il y a de l'épandage sur les champs, et la particularité de cet épandage, vu que c'est bourré de nitrate et d'ammoniac, ça fait mourir les vers de terre. Ce qui implique que la terre devient de plus en plus pauvre. Mais comme les paysans, les agriculteurs plutôt, sont subventionnés, ils disent rien là-dessus. Alors on se retrouve avec une aberration là aussi écologique, et là encore, on n'entend pas les écologistes. Nous n'entendons pas les écologistes. Non, puisque c'est du biogaz, donc c'est bien. On ne va pas aller sur l'ensemble de la filière. Mais vous parlez de pollution des sols. On peut parler bien sûr des pesticides, tueurs du vivant, dont certains provoquent des maladies. Maintenant, il y a eu des procès qui ont attesté de ça. Le procès du chlordécone, malheureusement, où les victimes ont encore été une fois traitées violemment par la justice. Et il y a la malbouffe aussi, qui est aussi importée des États-Unis. Si on regarde en fait, en 12 ans, de 97 à 2009, le pourcentage d'adultes obèses en France est passé de 8,2% de la population à 14,5%. C'est pas mieux d'ailleurs chez les enfants. On devient obèse de plus en plus tôt en France. C'est affreux. C'est affreux, et c'est vraiment les conséquences de cette malbouffe. Alors vous savez, la malbouffe, c'est quoi ? D'une part, c'est de la nourriture avec très peu protéinée, avec de moins en moins de protéines. Vous savez, le fameux steak que l'on vous sert chez McDo, par exemple, pour prendre un exemple. Moi, j'en ai eu la confirmation. Je vais discuter avec des gens qui travaillent dans un abattoir. Ils me disaient, mais la viande McDo, c'est de la viande 30%. 30%. Pardon. Il me disait, oui, il y a 30% de viande et 70%, ce n'est pas de la viande. C'est du soja, c'est la maltodextrine, c'est etc., etc. On ne sait pas trop ce que c'est. On appelle le minerai animal, c'est-à-dire c'est tous les restes qu'on ne veut pas, qui finissent dans la bouffe pour chat également. Quoi. Ça, je ne sais pas trop si c'est vraiment ça. Mais bon, toujours est-il qu'il y a 30% de viande réelle dans un steak chez McDo. Mais là encore, il y a aussi la volonté de pousser cette idée de la non-nourriture ou de la nourriture impossible, puisqu'il y a même une entreprise qui s'appelle Impossible Food, qui fait donc les steaks sans animaux, donc la viande de laboratoire, les steaks de soja, et maintenant on a quand même la Commission européenne qui vient de passer une loi pour autoriser 4% de farine d'insectes dans les aliments industriels que sont les bières, les pâtes, etc., etc. Là encore une fois, sans le consentement des populations. Absolument. Absolument, ça passe crème, mais vous savez, la farine de grillon, donc c'est de la farine de grillon, que vous faites allusion. Et de verre aussi de farine. Voilà, c'est déjà présent dans de la farine pour faire le pain, dans les pâtes à pizza, dans les pâtes pour faire des panini, etc., etc. Oui, de toute façon, c'est ça. On ingère déjà de la farine d'insecte. Alors le problème de la farine d'insecte, c'est qu'il y a la chitine, qui est la carapace,
qui enveloppe donc les insectes comme le grillon, etc., et qui, malheureusement, n'est pas digeste par l'être humain. C'est-à-dire que même broyer, c'est pas quelque chose qui est favorable. Non, on n'a pas un tube digestif pour ça. Donc déjà, c'est déjà une aberration. Ouais. Et vous parliez tout à l'heure, effectivement, du steak vegan qui saigne. Alors ça, on a fait une enquête avec mon ami Jean-Loup là-dessus, parce que ça, c'est quand même extraordinaire. Si on est vegan, pourquoi effectivement essayer de manger un steak qui saigne? Enfin, je veux dire, si on est vegan, on a fait la croix sur les viandes, les poissons, etc. Bah là, effectivement, Impossible Food, une entreprise américaine, a sorti le steak vegan qui saigne. Mais le problème de ce steak vegan qui saigne, c'est la composition. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un acronyme pour ça s'appelle CRAD. Alors, chez nous, CRAD, c'est CRAD, quoi. Ouais. En anglais, ça signifie autre chose, mais je trouvais ça assez drôle. Et les CRAD, c'est quoi? C'est composants rectifiants à destination économique. Et vous avez tout un tas de trucs là-dedans, comme de l'amidon de maïs, des agents de texture, de l'amidon de tapioca, de la maltodextrine, etc., etc. En réalité, ces steaks vegan, c'est bourré d'un tas de trucs, mais qui sont pas du tout bons pour l'organisme humain. Alors après, il y a eu Impossible Burger qui est sorti aux États-Unis, toujours pareil. Ils l'ont appelé le PIL. Ah, PIL, Impossible Burger, parce qu'il y a 74% d'eau en moins. Donc on finit par se demander qu'est-ce qu'on mange. Alors nous, on a écrit, ils ont qu'à sortir le côté face, avec 99% d'eau en moins. Comme ça sera juste une petite pilule. Hop, vous allez ingérer votre pilule et vous aurez mangé. Mais il y a déjà des entreprises qui proposent des mix alimentaires pour avoir l'apport en protéines, mais qui n'ont pas forcément d'autre goût que celui qu'on lui donne chimiquement. Ça existe déjà. Ah, ça existe déjà, mais bon, j'ai goûté une fois, ça m'a pas enthousiasmé. Mais comment expliquer cette volonté politique de pousser la malbouffe vers des populations qui sont pourtant rétives, qui préféreraient manger bien? Oui, mais vous savez, quand vous avez un problème d'obésité, et quand vous mangez plein de sucre, donc vous avez un excès de sucre aussi, qu'est-ce que favorise l'obésité ou le sucre? Des maladies, le diabète, etc. Puis obésité, vous avez un problème d'articulation, etc. à court, moyen ou long terme. Qui soigne l'obésité et les diabètes, etc. Nous tombons chez Big Pharma. Donc je vous fais pas un dessin. Bayer Monsanto qui fait à la fois les médicaments et les pesticides. Médicaments contre le cancer et pesticides. Et ça choque personne non plus. Non, ça choque personne. Et d'ailleurs Monsanto, le nom était... ils aimaient plus la connotation de Monsanto, avait une connotation négative. Donc du coup, ça s'appelle plus Monsanto, ça a été racheté par Bayer et de toute façon, ça s'appelle Bayer. Donc Bayer, c'est beaucoup plus respectable, voyez-vous. C'est voilà. Non, mais je veux dire le nom. Voilà. Ça. Mais bon, nous, on ne s'y trompe pas, c'est évident. Mais voilà. Et c'est terrible. Et alors. Effectivement, il y a de plus en plus un pourcentage de gens obèses et ça c'est dramatique. C'est vraiment dramatique. L'épidémie mondiale d'obésité, on peut suivre les sodas, et le modèle américain. Merci beaucoup Claude Janvier d'avoir été notre invité pour parler de ce livre passionnant, L'abandon français, pour comprendre pourquoi nous en sommes là en France aujourd'hui. Dans un instant, vous retrouvez Brigitte Lahaie qui va vous parler de la Saint-Valentin. Voilà, restez sur Sud Radio et à la semaine prochaine.